L'année dernière, lorsque j'ai quitté mon travail, je pensais vraiment que faire YouTube en temps plein serait facile. J'avais deux métiers, je faisais YouTube la nuit, le midi, donc je me suis dit, si j'enlève les 39 heures d'un métier, j'aurai plein de temps, je vais avoir un métier normal comme tout le monde et je n'ai jamais eu aussi tort. Salut à tous, ici Reg, comme chaque année, on fait un petit bilan de la chaîne YouTube. Le dernier bilan que j'avais fait, c'était il y a 1 an et demi déjà, je le fais en général durant l'été, mais là, vu que ça fait 1 an à peu près, 1 an et 1 mois que j'ai lâché mon travail, que je fais YouTube à 100%, j'attendais de voir au moins 1 an comment j'allais vivre cette expérience et vous en parler, vous parler un peu de la stratégie de la chaîne, parler un peu de ce que je ressens et des choses comme ça. C'est des petites vidéos que j'aime bien faire chaque année et je prépare aussi une FAQ. Donc si vous voulez me poser des questions, que ce soit cinéma, séries, jeux vidéo ou même autres, vous pouvez aussi les poster dans les commentaires après avoir regardé cette vidéo et j'en ferai une vidéo dédiée. Et pour les gens qui ont du talent, j'en profite de demander ça maintenant en début de vidéo. J'ai envie de refaire l'introduction, vous savez, des critiques à chaud où l'affiche apparaît peut-être en 3D ou quelque chose comme ça. Donc si vous avez un peu ce talent-là et que vous voulez travailler sur cette intro qui dure 6 secondes, envoyez-moi vos portfolios par mail. Vous savez comment trouver mon mail sur YouTube. Et si quelque chose me convient, j'avais déjà fait une demande il y a quelques mois, je vous enverrai un message. Contrairement aux autres vidéos bilan, celle-ci sera sponsorisée pour plein de raisons que je vais expliquer dans cette vidéo, en fait. Et vous savez qui est le sponsor de cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Par exemple, je vais vous mettre dans la description et le commentaire épinglé plusieurs sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se trouve le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez de pays. Vous prenez un VPN pour les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie et vous avez souvent la VOSTFR et même parfois la VF pour ceux que ça intéresse. Sur Netflix par exemple, vous avez It Ends With Us, Kung Fu Panda 4 ou même Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez toujours Challengers, l'un des meilleurs films de l'année dernière. Sur Apple, vous avez des films comme Fly Me to the Moon qui sont déjà dispo. Sur Disney, vous avez Deadpool et Wolverine, Alien Romulus, Vice Versa 2 et même A Real Pain qui est disponible dès cette semaine, mais je vous incite encore une fois à attendre la sortie salle pour ça. Sur Max, c'est la fête et encore une fois, utilisez Max via l'application Max officielle. Ne passez pas via MyCanal. Et vous avez accès d'ailleurs à Max si vous avez l'abonnement via MyCanal, je précise. Parce que là aussi, je vous conseille d'attendre le cinéma, mais vous avez déjà des films dès cette semaine comme A Different Man, mais aussi Joker 2, Juré numéro 2, Trap, Horizon Kevin Costner et même Beetlejuice 2. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous savez à quel point YouTube Premium aujourd'hui c'est essentiel. Il y a plein d'avantages incroyables que vous connaissez déjà, mais avec un VPN, vous avez l'abonnement pour moins cher. C'est plus simple si vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher comme la Roumanie, la Bulgarie, mais vous pouvez le faire dans tous les pays du monde. Il y a encore des tutos qui existent pour ça, mais encore une fois, l'Union Européenne, c'est plus facile. Et vous avez aussi accès à des services moins chers comme les abonnements patrons de Letterboxd par exemple. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'hôtel, de l'université ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics seulement. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous savez quoi? Je pense que je vais enlever le fond vert exceptionnellement pour cette vidéo. Ça fait bizarre, je sais même pas comment ma caméra va réagir à ça, mais on est là. J'ai jamais vu ce mur, pour vous dire. Avant, j'avais un fond vert qui était littéralement collé au mur, et j'ai jamais vu ce mur, quoi. Là, j'ai un fond vert qui se déplie, c'est cool, mais ce mur, jamais vu, donc je le découvre quasiment en même temps que vous. Et oui, je prépare une vidéo setup pour vous parler un peu de mon système son, de ma télé, de comment je fais mes vidéos, et toutes ces choses-là dans une autre vidéo dans quelques semaines. Pour commencer, il y a plein de gens qui m'ont demandé comment est-ce que j'organise mon quotidien maintenant que je suis à 100% YouTube, et au début, il faut être honnête, c'est pas facile. Quand t'as plus d'obligation d'aller ou en cours ou au travail, comme j'allais, au début, c'est dur de se réveiller à 8h ou même 7h comme je faisais avant, même si là maintenant ça bon, je me réveille à 8h15 tous les matins et je commence à travailler à 8h45, 9h. Mais laissez-moi vous expliquer comment se passe une semaine. Grosso modo, on va prendre différents types de vidéos. Les vidéos actualités, c'est assez marrant parce que c'est une vidéo que je fais de manière hebdomadaire et il faut savoir que tous les matins, week-end inclus, je regarde l'actualité. Et je précise bien week-end inclus, que je sois en vacances ou pas, je regarde pendant une demi-heure, 1 heure tous les matins parce que sinon je suis trop à la ramasse et quand je prépare une vidéo actualité en devant me taper tous les articles d'une semaine entière parce qu'il se passe beaucoup de choses, je peux y passer 4-5 heures quoi.
Donc disons que par vidéo actualité, il y a 4 à 5 heures de recherche par semaine, en fonction des semaines, en fonction de l'actualité. Il faut à peu près 1 heure pour regrouper tout ça dans mes notes que j'ai sur mon téléphone, par exemple, que j'utilise tout le temps, afin que ce soit digeste et je puisse faire ma vidéo. Il y a en général 30 minutes à 1 heure de tournage. Ensuite, il faut entre une demi-heure et 1 heure pour trouver toutes les images que je vais mettre en vidéo, puis 3 à 4 heures de montage et publication. Donc une vidéo actualité, ça prend une dizaine d'heures par semaine. On dirait pas comme ça parce que c'est des vidéos qui durent 20 minutes, mais oui, ça prend une dizaine d'heures par semaine. Pour les critiques multiples que je fais tous les mois, on en parlera plus en détail dans quelques minutes. En gros, après que je vois chaque film dont je vais parler dans une critique multiple, j'écris un petit avis où je le poste sur Letterboxd directement, où je le garde et je le poste plus tard. Et ça me prend 15 à 20 minutes parce que c'est pas facile de toujours synthétiser et en même temps d'aller dans l'essentiel pour un film. Donc en fonction des films, ça peut prendre plusieurs heures. Ça dépend combien je regarde dans le mois et des séries aussi d'ailleurs, je précise. Après, vous comptez pareil, hein, une bonne heure ou un peu moins pour regrouper tout dans une note efficace que je peux lire en vidéo. Le tournage, pareil, 1 heure max en général. Les images qu'il faut trouver. Et là, vu qu'il faut trouver les affiches plus des images des films, ça prend en général 1 heure aussi. 3-4 heures de montage entre le dérush, il faut rajouter les images, la publication, ça prend du temps. La miniature aussi, c'est moi qui l'a fait. Ça va plutôt vite, donc ça va. Ça dépend des vidéos, mais globalement ça va. Et ce qui prend du temps, bah, c'est de voir les nouveaux films et les nouvelles séries. Parce que peut-être beaucoup de personnes s'imaginent qu'en fait, je regarde des films et des séries toute la journée et ensuite je fais des vidéos. Mais globalement, je travaille comme vous, de 8h30, 9h jusqu'à 18h en général. Et ensuite, je vais voir des films. Et si c'est des choses que je dois regarder de manière urgente, par exemple cette semaine, il y a plein de films qui sont sortis. Je peux pas attendre la semaine prochaine pour les voir parce que la semaine prochaine, il y a d'autres films qui sont sortis. Donc ça me met en décalage total, ça me met en retard surtout. Donc je suis obligé de voir les films quand ils sortent. Donc je sais pas, 3-4 fois par semaine, j'essaie de voir un nouveau film qui est sorti pour en parler dans une vidéo. Parce que c'est mon devoir, c'est mon travail que je prends au sérieux. Je regarde pas juste les films que je fais en critique à chaud. J'aime bien aussi ça, du coup j'en regarde plein. Et en vrai, oui, ça prend du temps. Je compte pas en temps de travail les films que je regarde, par exemple pour les vidéos 5 films à voir dans sa vie, parce que c'est des trucs que je regarde pour le plaisir et j'en profite pour vous en parler. Donc pour moi, c'est pas du temps de travail, enfin juste le visionnage. Par contre, quand je fais des critiques multiples de films qui sortent toutes les semaines, là je le compte comme du travail parce que je dois les regarder de manière plus ou moins urgente. Il y a une deadline pour les voir, surtout que beaucoup de ces films-là sont des films indépendants qui restent pas beaucoup en salle, donc faut les voir assez vite. Et il y a des choses que je regarde pour le plaisir parce que j'ai envie de les voir, et puis il y a des choses que je regarde parce que je trouve que c'est mon devoir de les regarder et de vous en parler. Et ça, en fonction du nombre de films, du nombre de séries qu'il faut regarder, ça peut prendre beaucoup de temps. Et certains vont dire, ça te gâche pas le plaisir de mater des films de manière urgente et faut un peu se forcer. Bah, c'est comme un peu aller au sport. Parfois, t'as pas envie d'aller au sport, mais quand t'y es, t'es content. Aller mater des films, parfois, c'est dur d'y aller, de se motiver. Peut-être ton film il commence à 20h, ça finit à 23h, t'es fatigué, t'as envie de faire autre chose, te reposer, mais tu dois le faire pour ton taf. T'es content de l'avoir fait, mais parfois t'as pas vraiment envie de le faire. Mais tu le fais quand même parce que t'es obligé. Et sinon, je me tape, comme je l'ai vécu en décembre, on en parle après, tous les rattrapages en fin d'année, et là c'est pas viable du tout. Donc c'est mieux maintenant de regarder tout au fur et à mesure de l'année. Après, je pourrais voir moins de films, mais mon travail c'est de mater des films aussi. C'est important d'en regarder, surtout l'actualité. Ce genre de vidéo-là peut prendre entre 7 heures et X heures en fonction du nombre de choses que je dois regarder. Ensuite, pour les critiques, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que parfois, généralement, le film sort le mercredi. Et à Lille, les séances le mercredi, c'est à 11h. C'est pas comme à Paris où c'est à 9h. Mais du coup, ce que je fais en général avant 11h, c'est que je me réveille comme d'habitude et je commence à travailler à 9h. Et durant ces 9 à 11h, je vais prendre les bandes annonces des films, je vais screenshotter tous les plans du film et je vais commencer à les trier. Comme ça, lorsque je reviens du film, j'ai déjà trié toutes les images et j'ai qu'à les mettre dans le montage. Du coup, il faut aller voir le film qui dure 2 à 3 heures. Je reviens, j'écris la vidéo. Ça peut prendre 2 heures aussi en général parce que maintenant j'écris les vidéos le plus possible. Tournage, montage. Et si tout se passe bien, je peux sortir la vidéo à 18h. Donc de 8h à 18h, non-stop sur une vidéo. Et en général, je mange pendant que je travaille. Les critiques à la chose, c'est pas les choses les plus simples à faire en soi parce qu'il y a beaucoup d'images. Pour certaines critiques, il y en a des centaines des images que je mets parce que c'est important pour moi d'en mettre aujourd'hui. Le souci, c'est l'urgence. En fait, il faut sortir ces vidéos rapidement. Et c'est pas facile. Quand tu vas voir Gladiator, toi à Lille, ça finit à 23h30. Tu dois écrire, tourner ta vidéo, faire le montage pour une sortie si se passe bien à 8h du matin parce que le lendemain c'est férié et tu sais que les gens vont regarder et tu sais que les Parisiens qui ont vu le film en avance, c'est critique, vont déjà avoir sorti leur vidéo. Si toi tu sors ta vidéo en retard comparé à la concurrence, les gens vont pas regarder 2-3 critiques. Les gens ils regardent 1, 2, voire 3 maximum et puis basta. Donc si toi t'es la 3e, 4e critique à sortir, YouTube veut pas te mettre en avant, ta critique va pas faire de vues, donc les nuits blanches sont parfois nécessaires. Pareil pour Deadpool et Wolverine, ce genre de trucs là, il faut les faire. Et je cite quelques exemples, mais il y en a pas mal. Quand t'as pas d'avant-première parce que j'habite à Lille, il faut travailler souvent la nuit. Du coup ça te décale, c'est horrible, enfin bref. Et certains vont me dire, bah t'as qu'à aller à Paris faire les avant-premières. Aller à Paris ça coûte cher, ça prend du temps, mine de rien, que je pourrais faire pour regarder autre chose ou travailler. Faut trouver un hôtel, je vais pas toujours dormir chez mes potes constamment, je vais pas les faire chier avec ça. Et ça vaut pas le coup de dépenser 200-300 euros pour un film, ça va pas me rapporter autant d'argent. Donc c'est pas rentable d'y aller. Il y a plein d'exemples. Mufasa, j'étais l'un des derniers à sortir ma critique, elle a beaucoup moins bien marché que plein de gens. Mais si j'étais le premier, elle aurait bien marché. Gladiator, c'est l'une des critiques qui a le mieux marché. Deadpool et Wolverine, pareil. Il y a des critiques, si t'es le premier sorti, c'est la critique qui marche le mieux. En général, pas tout le temps. Même l'heure de sortie, si tu sors ta critique le mercredi à 19h au lieu de 10h30, 18h, ta vidéo va moins bien marcher. L'heure de sortie est importante, d'où l'urgence constante quand t'es face à des critiques de films. Sans même parler maintenant de la concurrence des autres réseaux. Bah alors oui, on parlait de YouTube, si les gens regardent 1 ou 2 critiques, mais maintenant il y a TikTok, il y a plein d'autres réseaux. Si maintenant les gens ils ont 2-3 avis sur un film, c'est bon, ça leur suffit. Donc oui, en vrai, je suis extrêmement désavantagé du fait d'être à Lille et pas à Paris, à aller voir toutes les avant-premières, surtout les avant-premières presse, et ça permet aux gens de s'organiser. Tu vois, les gens ils regardent une avant-première presse, Un Parfait Inconnu sorti il y a des semaines en presse. Moi, je vais le voir comme tout le monde à l'avant-première nationale ou le jour
jour même de sa sortie, quoi. Et du coup, pendant que les autres ils font leurs vidéos, moi je vais dans le rush, écrire la nuit, faire le montage souvent la nuit, ça dépend des jours, hein. Et oui, c'est un désavantage compétitif, quoi. Mais je vais pas déménager à Paris, changer de vie pour des critiques. Déjà qu'avant, il fallait sortir sa critique vite, mais maintenant, vu qu'il y a tellement de critiques, d'avis sur TikTok, sur YouTube, la manière de consommer des gens, des vidéos a changé. Du coup, il faut être encore plus rapide, c'est encore plus compétitif et il faut être présent, quoi. Je vous parle même pas quand c'est une série, quand tu dois t'enchaîner tout Squid Game un jeudi, ensuite faire la critique, la vidéo, ça finit à 2h du matin pour la sortir le lendemain matin parce que les gens, ils ont déjà tout vu sur Squid Game, il y a déjà plein d'avis qui polluent sur internet. Et quand il y a trop de sorties d'un coup, pareil, le rythme, il est pas facile. Quand il y a 2 gros films qui sortent le mercredi, c'est des journées de 9h à 2h du matin, 3h, quasiment non-stop, quoi. Parce que t'as 2 critiques à faire la même journée. Si t'as de la chance, tu peux le faire jeudi matin, en fonction des films, et en fonction si c'est une période de vacances ou pas, en fait. Si c'est l'été, ça serait bien de sortir les vidéos midi. Si c'est en période où les gens travaillent, 17h, ça va le lendemain. Mais il faut quand même aller voir le film à 18h, 19h. Moi, j'aime bien quand même écrire la critique sur le moment, donc après avoir vu le film, et tourner en même temps. Comme ça, après le lendemain, je fais que le montage. Et là, ça va en termes de rythme. Mais ça fait un gros mercredi, quoi. Et si encore je m'arrêtais là, ça serait bien rigolo et mignon, mais vous savez, j'ai fait des grosses vidéos sur les sagas de films qui sont sortis cette année. Et alors ça, en termes de travail, c'est un autre univers, quoi. Grosso modo, on va prendre l'exemple d'Alien. Alien, il y a 6 critiques de films en une vidéo. La vidéo dure 3 heures. J'ai parlé une demi-heure de chaque film. En gros, faut sortir 6 à 7 critiques en une semaine, en plus des vidéos qu'il y a à faire à côté. Pour vous donner un exemple, Alien, c'est 2 heures chaque film. Faut donc évidemment les revoir. Là, ça va prendre 3 à 5 heures pour écrire concernant un film, parce que faut prendre en compte toute la saga. C'est des vidéos plus longues, t'as les extraits, les images, donc t'es bien plus dans l'analyse. Donc ça prend plus de temps qu'une critique à chaud, où t'as pas de contenu. Là, par contre, vu que t'as accès à toutes les images, tu dois prendre le film et prendre 200, 250 images. Je pense que Alien, il y a 200 images par film, et du coup, faut se retaper, pas tout le film, mais il faut trouver chaque scène de chaque chose que tu as évoqué en vidéo pour le montrer à l'image. Donc ça prend des heures, ça aussi à faire. Je sais pas, ça prend entre 3 et 5 heures aussi à trouver toutes les images. Parfois, quand tu fais le montage, tu te rends compte que t'as pas l'image de ce qu'il fallait. Et vu que t'as un dossier où t'as 200 images, que t'as répertorié, trié, c'est pas facile de s'y retrouver tout de même. Parfois, tu dois reprendre le film ou reprendre une image, ça prend un temps fou. Ensuite, c'est 1 heure de tournage. Vu qu'il y a beaucoup d'images à mettre, là, t'es sur du 6 voire 7 heures de montage minimum. Donc t'es à, je sais pas, 15 heures par film à peu près. Et il faut le faire 6 fois. Dans le même laps de temps que tu fais des vidéos habituellement. Parce que si tu sors pas de vidéos, t'es un peu dans la merde sur YouTube. Il faut sortir des vidéos régulièrement. X-Men, c'était pareil. Il y avait 14 films à revoir, à prendre des images de tout, refaire. Et si vous regardez la vidéo X-Men sur laquelle j'ai fait 2 nuits blanches, pas d'affilée, mais j'ai fait 2 nuits blanches pour la sortir, il faut la sortir la même semaine que la sortie du film. Sinon, ça sert à rien. La vidéo, tu la sors des mois plus tard ou déconnectée de l'actualité et va beaucoup moins bien marcher. X-Men, si vous regardez la vidéo, plus on avance, moins je parle des films. Parce que j'avais plus le temps et j'étais au bout du rouleau, quoi. Donc ça prend un temps fou. C'est des nuits blanches, t'es fatigué, tu te rends même plus compte de ce que tu fais à certains moments. Et encore une fois, si la vidéo marche pas ou n'importe quelle vidéo ne marche pas, enchaîner les flops sur ta chaîne YouTube, ça fait énormément de mal à ta chaîne YouTube. Il faut toujours sortir. Allez, si t'as un flop qui marche moins bien que d'habitude, il faut enchaîner avec au moins une vidéo qui va bien marcher. En tout cas, tu pries. Et donc, il y a plein de choix stratégiques à faire. Et croyez-moi, c'est pas facile de tourner une vidéo quand t'es fatigué ou au bout du rouleau, quoi. T'essayes, tu le fais, mais c'est pas évident. Les vidéos avec invités, il y en aura d'autres normalement, j'en parle dans quelques minutes aussi, mais ça prend au moins une journée complète. Et maintenant, j'ai pris un monteur pour faire le montage de ces vidéos. C'est pour ça qu'il y en a 2 qui vont sortir bientôt et j'essaie d'avoir d'autres invités. Mais oui, ça prend une journée parce que tu dois accueillir l'invité. En général, l'invité, c'était souvent des potes, du coup, ils sont restés la nuit. Mais même si c'est d'autres invités qui sont moins des potes, ça va quand même prendre une journée entière de travail plus ou moins. Ou au moins 6-7 heures. Surtout qu'en général, on fait des micro-trottoirs en même temps et des choses comme ça. Donc ça prend une journée de travail, quoi. Et si je devais faire le montage par la suite, j'aurais jamais fait. C'est pour ça que j'ai des vidéos avec invités depuis septembre que j'ai pas faites parce que j'ai pas trouvé le temps et l'envie de faire des montages d'une vidéo qui va durer 1h30, quoi. Et les autres vidéos, je sais pas, les vidéos débat ou autres où je vous explique des trucs, bah ça prend X temps d'écriture parce que ça peut prendre beaucoup de temps pour trouver toutes les infos, les sources et tout, entre 5 à 15 heures en fonction des vidéos. Ensuite, tout le tralala habituel, tournage, montage qui rajoute 5-6 heures, quoi. Et moi, j'ai un calcul assez simple. Il faut que je sorte 4 vidéos par semaine, il faut que chaque vidéo fasse au moins 25 000 vues pour que je la valide, et si la vidéo est pas validée, j'en fais d'autres en plus. C'est comme ça que j'essaie de faire vivre la chaîne pour pas qu'elle floppe constamment, en m'obligeant à faire des trucs qui marchent quand un truc qui floppe. Et le 25 000 vues, en vrai, c'est sympa, mais c'est juste un filet de sécurité, quoi, pour motiver à travailler aussi beaucoup plus. Et réussir à caler 4 vidéos par semaine, ça commence à être compliqué. J'en ai fait beaucoup plus cette année pour le coup, mais c'est pas évident, il faut faire des choix, quoi. Parce que l'objectif, c'est de parler des films, des séries le plus possible. Et la réalité, elle est là. En termes de temps, c'est très difficile de débloquer un week-end. Je pense pas que j'ai eu un week-end, mis à part où je partais autre part de chez moi, de vraiment débloquer, quoi. Tous les week-ends, je travaille au moins quelques heures, quoi. Chaque jour du week-end, je veux dire. Je me rappelle pas du dernier week-end où je n'ai rien fait pour le travail, quoi. Parce que j'avais plein de trucs à rattraper, beaucoup de travail et des choses comme ça, quoi. J'en parle, tout ça, c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour vous dire ouais, c'est difficile ou des choses comme ça, c'est un travail facile. Je dis pas l'inverse, mais j'explique le nombre d'heures que ça prend pour les gens qui étaient curieux et comment je m'organise en termes de travail. C'est pas une plainte, c'est un travail facile, bien payé. Je suis pas en train de dire moins je souffre ou je sais pas quoi. Non, c'est pas le but. C'est juste de vous expliquer le fonctionnement derrière. En termes de vacances, comment ça se passe? Eh bien, en général, vu qu'il faut toujours sortir des vidéos, peu importe, eh bien, il y a pas vraiment de vacances. Alors, je pars en vacances, surtout parce que t'as envie de partir quand t'es non-stop chez toi, parce que je suis quasiment tout le temps chez moi maintenant. T'as envie de partir. Les seuls week-ends où je suis vraiment pas en train de travailler, et encore, je vous ai dit qu'en news, je lis ça le matin et tout, des trucs comme ça, c'est ceux où je pars en vacances, autre part, les week-ends où je prends l'avion, par exemple. Clin d'œil, clin d'œil. Mais le souci, c'est qu'il faut sortir des vidéos quand même. Donc, en général, les vacances, c'est juste un temps que
j'ai alloué où je fais pas de vidéo. Mais j'ai dû en faire en avance. C'est-à-dire, si je pars 4 jours, il faut au moins qu'il y ait une ou deux vidéos qui sortent pendant ces 4 jours. Donc, il faut que je travaille en amont. Du coup, le travail que j'aurais pu faire pendant ces jours où je suis en vacances, il faut que je le mette avant. Mais vous avez vu à quel point il y a déjà beaucoup de travail de manière générale. Donc, quand je pars en vacances, en général, j'y vais épuisé parce que j'ai eu tellement de travail en amont pour partir en vacances et je pars en général un week-end. Je suis pas parti plus de 6 jours cette année parce que c'est pas possible de débloquer le temps pour partir 2 semaines. Ça, c'est impossible. J'ai pas trouvé un moyen de faire ça, quoi. Pour moi, c'est inenvisageable aujourd'hui. Généralement, j'arrive en vacances épuisé. J'ai même du mal à profiter de mes vacances à certains moments. J'ai dû avoir en cette année, en termes de repos, 25 jours. Genre vraiment, si on inclut les week-ends, 25 jours où j'ai pas travaillé du tout sur l'année, vu que je travaille quasiment tous les week-ends. En théorie, j'ai pas de vacances, entre guillemets, parce que je décale juste le travail, en fait. Et du coup, les retours de vacances sont violents aussi, parce que j'ai du travail de retard, en général. Si je pars 6 jours, 7 jours, ce qui est arrivé une fois cette année, à mon retour, je suis un peu dans la merde, parce que j'ai du taf, quoi. Il suffit qu'il y ait une sorte de couille dans l'emploi du temps, que tu tombes un peu malade, que tu puisses pas tourner. Ça décale tout. Décaler d'un jour, décaler de 10-12 heures de travail, ça fait du mal à la chaîne, et ça fait du mal à moi, parce qu'après, j'ai encore plus de travail. Et encore, j'ai pas eu d'événement dans ma vie qui a changé beaucoup mon emploi du temps, mais le jour où ça arrivera, ça va mettre dans la merde encore plus. Et j'oublie plein de choses, mais il y a plein de trucs administratifs à faire qui prennent beaucoup de temps, mine de rien, entre la comptabilité, l'URSSAF qui me prend la tête, mais tous les mois, parce qu'ils ont plein de problèmes avec mon dossier, mes nombreux dossiers d'ailleurs, les partenariats à gérer, les mails auxquels il faut répondre, il y en a beaucoup quand même, mine de rien, et c'est généralement pas très intéressant, mais il faut quand même répondre et réfléchir et s'organiser. Organiser son travail, ça prend du temps. Genre regarder les vidéos que je vais sortir, les films, les séries, de bien planifier toute l'année, alors pas l'année, mais planifier chaque mois de l'année le plus possible, ça prend un temps fou aussi. En me disant, ok, ça c'est bien tel jour, ça c'est pas bien, ça je dois prendre du temps pour regarder telle série, tel film et tout, ça prend du temps de s'organiser de manière générale. Après, il y a TikTok à faire qui peut prendre entre 5 et 10 heures par semaine en plus. Twitch, je compte pas ça comme du temps de travail. Alors si, il y a quelques lives que j'ai fait où j'en ai profité pour faire des recherches pour des vidéos, mais il y a des lives que je fais pour le plaisir, où moi je m'organise mes letterbox, mon Serialize, des trucs comme ça. Je compte pas ça comme du travail, je compte ça juste comme un truc que je fais avec les gens pour me faire plaisir. Donc Twitch, pour moi, c'est pas que du taf. Même si parfois je live des trucs qui sont du travail. Mais quand je joue à des jeux vidéo ou autres, c'est pas du travail. Quand je fais mes letterbox où je parle de films, de séries, c'est pas du travail, quoi. C'est un truc que je fais en plus pour me faire kiffer aussi. Mais bon, du coup, faut faire les reels aussi, vu qu'on fait les TikTok et maintenant je mets les TikTok sur Reel et les autres réseaux en vrai qu'il faut un peu gérer. Donc en vrai, la semaine de travail, parfois si j'ai de la chance, c'est 50 heures, 55 heures de semaine et parfois c'est 90, 100, voire beaucoup plus, quoi. Beaucoup j'exagère, mais voire plus. Mais la moyenne de taf est au moins à 55 semaines minimum, quoi. Encore une fois, c'est pas une plainte, c'est un travail de privilégié, un salaire de privilégié, il y a aucun doute là-dessus, mais je vous explique comment ça fonctionne. Parce qu'en vrai, en termes de vidéos, de productivité, je pense que je suis l'un des plus productifs dans le monde francophone. Sur tous les réseaux, je bosse constamment, je fais plein de trucs, je chôme pas, quoi. Je suis youtubeur, mais je fais que bosser tout le temps, quoi. Et maintenant que vous savez combien de temps prend une vidéo à être faite, vous comprenez que je bosse vraiment quasiment tout le temps. Pour parler un peu des choses qui ont changé, c'est une année où il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, vous avez vu que les vidéos sont plus longues généralement parce que maintenant je les écris, j'ai plus de choses à dire. On est passé d'un fond bleu debout à moi assis avec un fond. Bon, là, il n'y a pas de fond, mais vous avez compris. On a plein d'images. Maintenant, pour les critiques, généralement, mais pas que. Donc ça prend un temps fou. Genre mes critiques à chaud avant mettaient 3 fois moins de temps à être faites. Il y avait quasiment pas d'images avant. C'était facile à faire. J'avais un travail à côté, hein, mais là, maintenant, vu que j'ai plus de travail, je me dis la moindre des choses, c'est au moins d'imager ce que je dis. Et c'est pratique de mettre des images parce que ça permet d'imager ce que je dis. Vous comprenez, même si c'est pas toujours le cas parce qu'il n'y a pas assez d'images, surtout pour les nouvelles sorties. Et ça permet parfois, quand je dis des trucs que vous comprenez pas toujours forcément, ça permet d'imager aussi, de me dire en fait, je parle de ça. Donc c'est super pratique les images, c'est bien. Ça prend un temps fou, mais c'est bien. Surtout de trouver des images de haute qualité. Je vous jure, c'est pas facile. J'aime bien la nouvelle manière de faire, même si elle prend beaucoup plus de temps. J'aime bien. Je trouve que les vidéos sont meilleures. J'ai acheté de l'équipement, nouvelle caméra, nouvelle lumière. Je ferai une vidéo, c'est à vous inquiétez pas, où je vais tout vous expliquer. Mais j'ai dépensé des milliers d'argent juste pour l'équipement cette année. Maintenant, j'ai des dépenses de miniatures et des choses comme ça, donc je commence à dépenser de plus en plus pour la chaîne. Vu que j'écris les vidéos, je pense que je suis meilleur aussi dans ce que je dis, dans mes arguments, dans mes critiques. Avec les images, ça aide, ça donne un ton plus sérieux que moi debout avec le fond bleu. Même si les autres influenceurs me détestent ou des gens me détestent, en tout cas, il y a un truc que j'ai, c'est une éthique de travail qui est pour le coup irréprochable. Genre, je regarde vraiment tous mes films sérieusement, je fais mon travail constamment. Je bosse. Et je pense que je m'en sors plutôt bien aujourd'hui, assez fièrement par rapport à d'autres influenceurs qui font des critiques, même si tout le monde se moque encore de moi, surtout ces influenceurs-là ou d'autres. C'est pas grave, ça. Moi, si je suis confiant dans ce que je fais et je suis content, je suis content. Je suis pas toujours content de toutes les vidéos parce qu'on peut pas, c'est pas possible. Sur 220 vidéos chaque année, c'est pas possible d'être fier de tout, mais je le fais, c'est déjà ça. Et j'essaie de le faire le mieux possible. Je trouve que je bosse bien, que je suis stratégique et passionné. J'aime encore ce que je fais et j'aime regarder des films, j'aime en parler et j'essaie de faire le meilleur travail pour vous motiver à regarder des films et des séries. Et parfois, oui, j'aurais du mal à comprendre la haine que je reçois par rapport aux autres influenceurs, par rapport à mon travail, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que moi, je suis confiant. Parfois, oui, je me demande pourquoi je me fais chier avec autant d'images, avec des vidéos aussi longues, parce que la majorité des gens regardent même pas les vidéos, ils les écoutent. Pourquoi je me prends la tête alors qu'à l'époque, ça marchait très bien aussi, il y avait beaucoup moins d'images. Rajouter des images n'a pas fait que ma chaîne marche mieux. Et oui, parfois, je me demande ça, pourquoi je suis pas en train de tourner juste des lives que je reposte sur YouTube de manière plus efficace. Vous savez, des critiques écrites, là, je prends mon téléphone, un PC, je filme en direct, je fais mes cuts sur OBS et je poste la vidéo et puis basta. Ou même en voix off ou des trucs comme ça, tu te dis, ouais, ça serait nickel pour beaucoup de personnes. Les gens regarderaient quand même. Mais j'essaie de faire le travail pour donner
aussi le truc le plus esthétique possible et le plus convivial aussi, c'est important. Mais si un jour je pète un câble, vous savez ce que j'ai fait quoi. Parce que la réalité est que j'ai toujours l'impression d'être dans le rush. Il y a rarement des moments calmes. À chaque fois je me dis qu'il y a un moment calme, je me rends compte qu'en fait c'est pas calme du tout. Et ouais, je suis tout le temps dans le rush, ce qui est pas très sympathique comme travail au fait au final. Quand tout est urgent, c'est un peu pénible. Donc je vais devoir faire des choix, car sinon ça va jamais s'arrêter. Et je me pousse un peu trop parfois. Par exemple, décembre, j'avais plein de films et séries à rattraper pour les vidéos de fin d'année. J'en ai rattrapé beaucoup. J'avais plein de vidéos à écrire, tourner, monter, et je peux pas prendre de monteur. Vous avez bien vu le nombre d'images, à quelle heure je bosse et tout, c'est pas possible de prendre un monteur. Il doit savoir exactement ce que je dis, mettre les bonnes images. Je dois tout faire tout seul. Il y a quelques trucs que je peux donner à des monteurs, les micro-trottoirs, les vidéos avec invités, ok. Mais le reste, je ne peux le faire que moi. Sinon, c'est pas possible. Faut que la personne ait vu le film, faut qu'elle. Enfin, impossible. Du coup, décembre, j'ai fait que regarder des trucs, monter. J'ai rien fait d'autre. J'ai quasiment pas de vie sociale. Je me suis remis sérieusement au sport depuis septembre au régime. Et décembre, j'ai tout perdu en termes de régime parce que je faisais que bosser, donc c'était pas possible. Et ça, je le referai plus jamais. Je dormais pas du tout. J'étais vraiment au bout du rouleau et je pensais vraiment à me dire, ok, c'est bon, YouTube, c'est fini. J'arrête. Je retourne trouver un travail et c'est fini. Décembre, c'était pas possible. Et le retour de décembre était encore plus dur parce que j'avais des galères de voyage qui m'ont mis en retard de plusieurs jours. Début janvier, c'est des grosses vidéos qu'il faut sortir aussi, qui marchent même pas assez bien que ça, mais je pense que c'est des vidéos importantes qu'il faut sortir. Ouais, ça m'a un peu déprimé et je ne le referai pas, honnêtement. Pour parler un peu de comment je m'organise par rapport aux critiques aussi, pas qu'en termes de temps, mais les critiques que je fais de films, vous savez, le fond rouge habituel, c'est pas évident de toujours savoir lesquels faire. C'est pas facile de savoir quel film choisir. Alors les plus populaires, c'est facile de les choisir et de les faire. Mais parfois, t'as des films, tu sais pas si ça vaut le coup d'en faire une critique, parce qu'une critique, vous avez vu, ça prend beaucoup de temps, et une critique à chaud comme ça, sur un truc qui marche pas, ça vaut pas le coup, malheureusement. Mais d'un autre côté, t'es obligé parce que c'est ton travail. Genre, je sais très bien que de Brutaliste, ça a pas marché. C'est une critique qui a pas marché, mais je vais la faire parce que c'est un des films les plus attendus, les plus intéressants, visiblement, donc je vais le faire. Mais je sais que ça va bider, quoi. Du coup, après, je dois réfléchir à des vidéos qui vont me permettre de compenser de Brutaliste. Et parfois, je fais des choix qui marchent moins bien. Genre là, Skeleton Crew cette semaine, je savais que ça allait pas marcher, je le savais. Mais je voulais tester d'autres miniatures parce que je voulais tester d'attirer les gens vers des critiques de films différemment. Moi, je maintiens que j'ai une obligation presque déontologique à aller voir les films les plus intéressants et vous faire des critiques. Mais la vérité est que c'est pas ce qui marche toujours le mieux. Au contraire, c'est ce qui marche le moins bien. Donc il faut compenser. Et je peux changer les miniatures, le texte, ce que je veux. Ce qui compte, c'est le sujet. Si le film vous intéresse pas ou la série vous intéresse pas, vous allez pas cliquer dessus. Et c'est pas votre faute, hein, c'est la vie, c'est normal. Moi aussi, je clique pas sur les vidéos de trucs qui m'intéressent pas ou que j'ai pas vu. Le sujet compte plus que tout, mais ce qui est intéressant, c'est lorsque je cache le sujet, comme j'ai fait avec Slow Horses et Industry, ça marche bien. Mais je pense que c'est un truc qui peut pas marcher tout le temps. Il faut toujours trouver des concepts. Je pense que je vais le faire souvent pour les séries, mais beaucoup moins pour les films. Parce que pour les films, si je dois attendre d'avoir 2-3 films d'un coup ou faire une grosse vidéo où je parle d'un film et je vous cache le nom du film, en fait, une fois que vous avez le nom du film, vous quittez la vidéo. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais c'est à moi de m'adapter. C'est à moi de m'adapter à mon public. C'est pas l'inverse qui doit être fait. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Et toujours faire des vidéos en mode un film incroyable que vous devez regarder. Une fois que vous savez c'est quel film, les gens quittent la vidéo et c'est ok aussi. Mais du coup, ça peut pas marcher éternellement. Quand il y a 2 séries par exemple que je conseille, là ça marche bien parce que les gens vont regarder la deuxième série. Du coup, ils vont aller au bout ou alors ils vont skip et regarder c'est quoi la série. Et ça c'est cool. Mais avec un film, si t'attends d'avoir 3 films intéressants que tu dois évoquer, surtout par rapport à la sortie en salle, il faut se dépêcher parce que ces films-là en général ils restent pas beaucoup en salle. Il faut aller vite. Donc il faut que tu trouves 3 films intéressants que tu vas évoquer assez rapidement si tu fais une critique un peu plus putaclic quoi, qui marche mieux. C'est pour ça que les vidéos mensuelles, les critiques mensuelles sont pas mal parce que du coup je peux mettre tout ce qui allait pas tomber en critique. Mais du coup je parle moins d'un film parce que c'est pas gérable déjà que c'est des grosses vidéos. Vous comprenez un peu le problème. La guerre des Rohirrim, je savais pas que ça aussi peut marcher par exemple. Du coup ça m'a racheté du travail en plus parce que j'étais déçu des vues et j'aurais dû changer la miniature. J'aurais dû dire je sais pas le Seigneur des Anneaux s'est cassé la gueule ou ils ont ruiné le Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Mais c'est des trucs que tu sais pas et parfois t'as des doutes. C'est comme Rebel Ridge, top 1 Netflix. Je me suis dit mais personne va voir un film de Jérémy Saulnier quoi, enfin personne. Et du coup bah c'était top 1 pendant des semaines. Alors que moi c'est un film que j'attendais, que j'ai vu Day One, qui m'a grave plu, mais j'ai même pas pensé à faire une critique de ça quoi. Parce que je me suis dit que tout le monde s'en fout. Et je pense que ça aurait bien marché comme vidéo. J'ai réfléchi toute cette année-là à plein de stratégies que je vais mettre ou pas en place, à voir. Je vais essayer de m'adapter à chaque fois et faire de mon mieux. Je vais toujours faire des erreurs qui vont me pénaliser moi et me faire perdre du temps entre guillemets parce que je vais devoir rattraper le travail. Mais c'est le jeu quoi. De même pour les critiques de séries, je veux faire de Last of Us, ça c'est sûr, mais j'aimerais bien faire Andor et Alien. Mais au fait, prendre un jour de ta semaine pour faire une critique d'une série ou d'un épisode comme Andor, ça veut dire que je dois être disponible 12 semaines d'affilée le jeudi, quoi qu'il arrive, ou je sais pas quel jour ça sort Andor. Donc quoi qu'il arrive, je dois être dispo pendant des mois. Alien Earth, pareil, j'ai envie de le faire chaque semaine. Cette année comme Shogun, j'ai fait 4 vidéos sur les 8 épisodes de Shogun, ou les 10, je sais même plus, et personne ne regardait quoi. Ça faisait pas de vue, ça avait pas le temps de perdre 7 heures pour faire une vidéo de Shogun que personne va regarder. Mais au fur et à mesure, peut-être ça aurait marché, mais j'étais pas dispo au final les mardis ou jeudis, je sais même plus quel jour. Du coup, pour faire les vidéos critiques de séries, c'est super dur de trouver le temps, s'organiser par rapport à quand sortent ces séries, de faire les vidéos semaine par semaine en sachant que peut-être c'est une perte de temps quoi. Encore une fois, si je fais 4 vidéos par semaine et t'en as une qui flop, il faut que j'en fasse une 5e cette semaine-là. Mais de Last of Us, c'est sûr que je vais faire, mais les autres, je suis pas sûr du tout. Mais j'aimerais bien. Par exemple, c'est pas possible de le faire. Mais je ferai une vidéo critique à la fin. Et en réalité, les critiques ont la priorité parce que c'est des vidéos qui marchent bien et c'est surtout mon devoir, encore une fois, de vous parler des films qui sortent quoi. Et des séries d'ailleurs aussi. Et je m'inspire de beaucoup de réseaux, d'autres youtubeurs, je m'inspire de plein de choses pour essayer de compenser ça et trouver de meilleurs moyens de vous attirer sur des trucs. Encore une fois, c'est pas votre faute, vous consommez des YouTube de la manière dont vous voulez, c'est toujours à moi de m'adapter. Et le trait un peu toxique que j'ai développé, c'est que je commence à comparer aux vues des autres, chose que je faisais jamais avant. Moi, si les vues étaient satisfaisantes et mes vues de chaîne sont satisfaisantes. J'ai fait une excellente année en termes de vues.
vues de vidéos avec plein de tentatives de trucs qui allaient moins bien marcher, qui au final ont mieux marché cette année que si je l'avais sorti l'année dernière. Cette année, j'ai fait une vraie bonne année en réalité. Mais maintenant, je me compare aux autres où je me dis, ça, je l'ai pas bien fait cette critique. En termes de marketing, pas de la critique parce que la critique c'est la même, mais juste ça je l'ai pas marketé comme il fallait, j'aurais pu faire autant de vues que l'autre personne, putain je suis pas à Paris, j'ai perdu 3 jours déjà sur la critique, ça fait moins de vues, ça démoralise, tu dis ok je vais faire ma critique, tout le monde l'a déjà faite, tu l'as fait et tu sais qu'elle va moins bien marcher. C'est triste mais c'est comme ça, il faut quand même le faire parce que c'est ton devoir, enfin moi je considère en tout cas. C'est pour ça que les vidéos sur des acteurs, des sagas, des réalisateurs sont compliquées. J'ai envie de faire Bong Joon-ho, mais il faut que je me tape tous ces films là en février, je sais même pas si ça vaut le coup de faire des grosses vidéos sur tous ces films parce que la majorité d'entre vous ont pas vu tous ces films et c'est ok, donc peut-être faire des parties juste sans spoiler pour ces films et ensuite parler plus en détail des films les plus connus ou faire une partie spoiler à la fin, mais une vidéo sur Bong Joon-ho qui a fait 10 films, c'est 10 critiques à faire quoi. En un mois, c'est compliqué de rajouter 10 vidéos entre guillemets. Pareil pour Mission Impossible, ça si je m'organise bien, je vais pouvoir le faire. Si je m'y prends 2 mois en avance, je peux le faire. 28 ans plus tard, ça va, il y a que 2 films, je peux le faire aussi. Mais Bong Joon-ho, j'aimerais bien, mais c'est compliqué. Et il faut la motivation aussi. Je sais que Mission Impossible, j'ai envie de me remater tous les films. Je sais qu'Alien, j'avais envie de me remater tous les films. Jurassic Park, j'aurais pas envie de me remater tous les films. Le Seigneur des Anneaux, j'avais pas envie de faire une grosse vidéo sur la trilogie, une semaine de sortie d'un film dont tout le monde s'en fout quoi. Je voulais faire Transformers aussi, mais pareil, Transformers 1, tout le monde s'en foutait, ça se voyait, et j'avais pas envie de me remater les Transformers. Des vidéos saga, j'aimerais bien en faire, ou sur des réals, des acteurs, mais vu le temps que ça prend en plus des autres vidéos, c'est très compliqué. Concernant la vidéo actualité, tout ce que je vais changer, c'est que je vais commencer à refaire des vidéos sur un sujet. Genre la bande-annonce de Superman, j'avais pas le temps de la faire, mais j'aurais dû la faire. Et des réactions à des bandes-annonces, je vais essayer d'en faire plus souvent, ou des sujets plus spécifiques, au lieu de les mettre dans les vidéos actualité. Et les vidéos actualité, c'est pareil, le problème, c'est que ça dépend trop du sujet. C'est des vidéos qui marchent bien en général, 30, 40 000 vues, mais il faut que le sujet marche, il faut que le sujet attire. Et trouver que le sujet qui attire dans la semaine de l'actualité, c'est pas évident non plus. Parfois, tu t'attends à faire des vues sur un sujet, en fait pas du tout, et l'inverse. Il faut utiliser les bons mots-clés, ce qui est en tendance et tout, donc c'est pas évident, mais j'essaie de faire le mieux, et ça je l'ai fait toutes les semaines cette année. J'en ai sorti une cinquantaine, quasiment sans faute. Et des vidéos comme les films à voir en 2025, ça va, ça prenait pas énormément de temps à faire, c'était comme une vidéo actualité, grosso modo une dizaine d'heures, mais les flops et les tops, je crois que j'ai fait 2 lives de 6 heures dessus, juste pour trouver les flops et les tops. Ensuite j'ai dû organiser tout ça, ça m'a pris encore 3 heures, donc ça m'a pris une vidéo qui a pris genre 20 heures à être faite quoi. Donc parfois il y a des choix à faire où tu dis ok, en vrai je peux faire une vidéo facile ici qui va bien marcher, et il y a des choses qui sont intéressantes, qui me plaisent, qui vont moins bien marcher, et qui sont risquées et qui va pas le coup quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué cet équilibre. Je vais continuer les vidéos explications comme celle que j'ai faite sur la MX par exemple, ou pourquoi il faut attendre des années pour voir une nouvelle saison, mais ça dépend de quand j'ai le temps en fait, tout simplement. Elles sont cool à faire et intéressantes je trouve aussi pour moi et pour vous. Et oui, je vais refaire les films à voir dans sa vie, mais je me suis trop mis la pression. Je me suis dit ok, vu que c'est des films que je dois revoir en général, pas tous hein, mais j'essaie de les revoir, il faut que je trouve des réalisateurs étrangers, des films d'animation, des films français. Je dois trouver toujours des trucs un peu différents et ça me mettait la pression et j'avais pas le temps de regarder d'autres films, d'anciens films pour faire ces vidéos là. À cause de cette pression, du coup maintenant, les films à voir dans sa vie, je vais pas me mettre de pression. S'il y a 5 films américains, il y aura 5 films américains. S'il y a 5 blockbusters, il y aura 5 blockbusters. S'il y a 5 films japonais, il y aura 5 films japonais. Au moins tous les 2 mois pour vous conseiller d'anciens films. Et j'ai envie de faire aussi plus de critiques de vieux films, genre vraiment des critiques. Et ça, je vais réessayer. Au lieu de toujours chercher des sujets à chaque fois, je vais me dire, ok, là, on va découvrir un film, un ancien. Parce qu'en vrai, les vidéos sur les anciens films, surtout dans les vidéos saga, elles marchent bien. À la base, je me suis dit, en vrai, si je fais 6 vidéos sur les 6 aliens, ça va mieux marcher qu'en faire qu'une seule, surtout Alien. Tu sais, la vidéo, elle a dû faire 100 000 vues, ce qui est top, génial. Mais si j'avais fait 6 vidéos séparées, ça aurait fait plus de 100 000 vues cumulées en fait. Mais j'ai trouvé que c'était plus intéressant d'en parler thématiquement dans une seule vidéo. Même si encore une fois, pareil, vers la fin, je commence à aller de plus en plus vite parce que ça fait 3 jours que j'ai pas dormi quoi. J'exagère quand je dis ça, mais presque. Concernant les vidéos avec invités, le souci c'est que ça fait pas beaucoup de vues en général. Là, je pense que les vidéos que je vais sortir vont pas si bien marcher que ça. Et coûtent de l'argent, c'est moi qui paye tout. Hein. L'invité qui vient à Lille, la bouffe, les boissons, enfin je paye tout. Ce qui est normal. Le micro-trottoir, je dépense de l'argent, mais normalement ça c'est rentabilisé par TikTok. Le montage des vidéos maintenant que je vais payer, ça coûte cher aussi. Donc c'est des vidéos qui vont coûter plusieurs centaines d'euros et qui vont pas du tout me rapporter plusieurs centaines d'euros. Mais tant que j'ai mes partenariats et tout, je peux encore le faire. Mais on en parle dans quelques secondes. Et le souci, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui veut venir à Lille. C'est ça le problème. Donc moi, ça me dérange pas de me déplacer de temps en temps, mais l'idée, c'est quand même d'être dans un endroit convivial où les gens viennent dans mon décor plus qu'autre chose. C'est plus sympa, quoi. En visio, c'est moins fun aussi. Je pourrais le faire en visio, normalement, mais c'est beaucoup moins intéressant et c'est moins cool que d'être en physique avec quelqu'un, quoi. Surtout pour des vidéos un peu fit, quoi. Et j'ai pensé à plein de trucs. C'est respecter la parité, par exemple. Impossible. J'ai contacté plein de femmes pour venir. Aucune ne voulait venir, ou très très peu, en tout cas. Et généralement, les gens veulent pas venir, qui m'aiment pas ou qui n'ont pas envie de faire le déplacement, qui s'en foutent. C'est très dur de ramener des gens, donc j'essaierai de faire des vidéos invitées tant que les gens voudront venir, quoi. Et tant que j'ai de l'argent pour les faire. Parce que je pense qu'en termes de dépenses, c'est les vidéos qui coûtent le plus cher, qui rapportent le moins. D'ailleurs, vu que maintenant c'est Spider Nils qui fait quelques miniatures, qui fait quelques montages, qui fait mes TikTok aussi, mes shorts de micro-trottoir, qui a fait ma bannière, le fond et tout. Si vous avez envie de commission, je crois qu'il est dispo, faudra voir avec lui. Mais vous avez évidemment son hâte dans la description de toutes les vidéos. Donc il peut bosser, à voir s'il cherche du travail, mais pour les créateurs qui ont envie de quelqu'un, peut-être il sera disponible. D'un point de vue général, YouTube, ça fait
aussi moins de vues qu'à l'époque. C'est comme ça, la tendance a changé, les gens sont plus sur d'autres réseaux, et c'est comme ça, faut juste s'adapter. C'est vrai que lorsque tu fais moins de vues qu'à l'époque, parce que tout le monde, hein, les vues ont globalement baissé sur YouTube, je pense pour tout le monde, c'est pas que ça te met un coup de pression, parce qu'en vrai, moi je retrouve un travail, je m'en fous, mais t'as l'impression d'échouer. T'as l'impression qu'en fait les gens regardent ton contenu à cause de toi. Ce qui est pas vrai, c'est une tendance de l'industrie, disons. Et j'ai envie de toujours faire mieux personnellement, mais maintenant je suis tombé sur un autre problème, c'est que mon corps m'arrête quoi. J'arrive plus à me réveiller le matin après avoir beaucoup bossé, mon corps, j'arrive plus à aller au sport, et je suis en train de me bousiller la santé à cause de ça aussi. Donc c'est pas bien. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'à une époque, je pouvais encaisser de travail et tout, mais là, c'est plus possible en fait. Mon corps veut plus se réveiller le matin, veut plus être en bonne santé. Je le sens parce que je travaille trop et je prends plus soin comme il faut. Donc là, c'est bon, j'ai une bonne diète depuis septembre, je me suis remis sérieusement à bien manger, je me suis remis au sport, mais pareil, le sport, je suis pas encore allé cette semaine parce que j'ai pas trouvé le temps. Mais globalement, je suis content parce qu'en vrai, j'ai encore pas mal d'abonnés actifs. De mes abonnés, je crois qu'il y a 100 000 abonnés sur les 200 et quelques mille qui sont encore actifs. Ce qui est bien pour ma chaîne que j'ai depuis 12-15 ans, qui est 100 000 encore abonnés qui vont activement sur YouTube, c'est bien parce que la majorité, ils vont plus sur YouTube ou c'est des vieux comptes, tout comme ça. Mais oui, 50-60% je dirais de mes abonnés vont encore sur YouTube et en général, j'ai 200 000 spectateurs qui regardent ma chaîne, donc la moitié sont pas abonnés. Et du moment qu'ils regardent, moi je m'en fous qu'ils soient abonnés ou pas d'ailleurs. Juste regarder, le reste je m'en fous. J'ai abandonné de toute façon l'idée de faire des abonnés. Tu vois, le plafond de verre des YouTube Game Cinéma, il est là, 200-300 000 quoi. Il y a plein de gens qui vont poser des questions. Est-ce que je vais à des festivals? Est-ce que je vais à des avant-premières, des choses comme ça, des conventions? Faut savoir que les festivals c'est pas possible. Genre on m'a dit pourquoi tu vas pas à Cannes? Parce que tu auras une accred. Oui, j'aurai une accred sûrement, mais il faut que je prenne une semaine de mon temps pour aller à Cannes, pour regarder des films qui ont l'air trop bien et tout. Mais en termes de temps de travail, c'est juste pas possible. Il me faut tout un équipement pour tourner mes vidéos, qui est trop compliqué à bouger. Si tu vas à Cannes, faut mater plein de films, donc t'as même pas le temps de bosser. En soi, entre les séances, c'est très compliqué. Faut payer un max d'argent et tout. Faut y aller, faut le logement et tout. C'est galère. En vrai, ça vaut pas le coup. Le seul festival que je fais, c'est Sérimania parce que c'est à Lille. Mais les conventions, pareil. Il y a plein de gens qui m'ont dit des conventions et tout. J'ai pas le temps. Dès que je débloque un peu de temps, j'aimerais bien prendre du temps pour moi, voir des amis, faire du sport, partir un peu en vacances, jouer à des jeux vidéo, chose que j'aurais aimé faire cette année que j'ai pas du tout faite. Au final, c'est l'année où j'ai moins joué de ma vie parce que j'ai pas eu le temps. Et en vrai, oui, ça me fait rater plein d'opportunités. Mais est-ce qu'elles valent le coup entre les dépenses qu'il faut faire? Ça va pas me rapporter plus de vues, plus de crédibilité, plus d'abonnés ou des choses comme ça? Fatalement non. Du coup, il y a des trucs que je refuse, qui ont l'air trop cool, trop bien, mais j'ai pas le temps quoi. La priorité, c'est de faire des vidéos quoi. Vous proposer du contenu parce que la priorité, ça reste YouTube. J'aimerais bien avoir la vie d'influenceur qui voyage partout, qui fait plein de trucs, mais en fait, non, moi je suis à la maison, je bosse quoi. C'est con, mais ouais, c'est ça. Et c'est pas viable de faire autre chose pour l'instant. C'est pour ça que j'ai envie de parler aussi de CyberGhost VPN. Alors, c'est simple, sans CyberGhost VPN, aujourd'hui, je ferai plus de vidéos. D'ailleurs, si d'un jour à l'autre, ils me sponsorisent plus, je vais retrouver un travail. Pour la simple et bonne raison que c'est pas viable économiquement sans CyberGhost VPN. Je vais parler de mes revenus après, en détail. Mais oui, sans CyberGhost, je peux plus rien faire. Faudrait que je trouve d'autres partenaires, mais ils sont pas aussi généreux qu'eux. Je parle pas en termes de financement, mais en termes de vidéos. Ça fait 3 ans que je bosse avec eux. Moi, je suis pas une personne risquée. Là, ils me rapportent de l'argent, c'est cool, mais le jour où ils me rapportent plus d'argent, je retrouve un taf. Parce que moi, je suis pas quelqu'un à risque. Moi, mon argent que j'utilise là, c'est pour rembourser mon prêt immobilier. J'ai envie de le rembourser le plus possible, comme ça, j'ai plus de prêt à payer. Et juste les charges de copro, taxes foncières et tout quoi. Et le reste qui va avec pour me loger. Si ça s'arrête du jour au lendemain, pas sûr que je trouve du travail dans la vraie vie, entre guillemets, à Lille ou autre, instantanément quoi. Je garde de l'argent de côté, je rembourse mon prêt pour être solide, au moins j'ai un logement. Je suis pas quelqu'un à risque quoi. Je dépense pas beaucoup, je suis pas du tout dépensier. Je fais des voyages et tout, mais j'ai fait que des voyages en Europe déjà, donc à chaque fois ça me coûte 100 €, même pas le vol, les hôtels pas chers. Après ça me coûte rien sur place ou parce que je vais voir des amis ou des choses comme ça. Je suis pas quelqu'un de dépensier. 75% de mes revenus sont allés dans le prêt immobilier que j'ai remboursé. Mais l'objectif ça serait ça serait de faire baisser le prêt immobilier le plus possible. Comme ça si j'ai mes revenus de côté, je peux continuer à faire un peu de YouTube quoi, de manière un peu safe. Comme ça j'ai pas trouvé d'autres partenaires. Il y a pas beaucoup de partenariats d'ailleurs qui viennent me voir. J'en ai très peu par mois. J'en ai rarement d'autres que CyberGhost. Donc oui en vrai sans eux je pourrais pas faire la chaîne. C'est pour ça qu'il faut que je sponsorise des vidéos chaque mois. Il y en a une dizaine sponsorisées par mois et il faut qu'elles marchent. Si elles marchent pas, c'est pas bien. En fait, tout simplement. Faut que ça fasse des ventes, faut que les gens prennent des VPN. Donc pour moi, c'est important parce que sinon, je peux plus faire ce métier. Et bon, encore une fois, si je peux plus faire ce métier, je vais trouver un travail. Mais en termes de sécurité, il faut réfléchir. Donc oui, sans eux, je serais jamais full-time YouTube. Donc je les remercie. Et c'est pour ça qu'il y en a autant, quoi, en fait. Je suis pas payé à la commission des choses comme ça. Je suis payé à la vidéo. Il y en a 10 par mois. C'est ça le taux. Et c'est le seul filet de sécurité que j'ai un petit peu. Mais le jour où il s'en va, ce filet de sécurité, YouTube, c'est plus une carrière. On en parle dans quelques minutes. Le seul stress que j'ai, moi, dans ma vie, c'est pas de flopper sur mes vidéos. C'est juste que il faut que j'ai 10 vidéos dans le mois qui marchent parce que faut que je les sponsorise. C'est juste ça. Le seul stress, il vient de là. Mais encore une fois, stress, c'est relatif. Parce qu'en fait, si ça marche plus, j'arrête quoi. Mais pensez pas que je vis dans l'opulence quoi. Pensez pas que je fais pas que bosser quoi. C'est ça que je veux dire. Pensez pas que je fais la fiesta, que je dépense plein de trucs. Non, je suis vraiment là à essayer de bosser le plus possible en essayant de prendre du temps pour moi aussi de temps en temps quoi. Parce que vous allez voir avec mes revenus, mais sans les partenariats, c'est pas possible. TikTok m'aide aujourd'hui et si j'alliais les deux, TikTok et YouTube, et de temps en temps des partenariats, ce serait génial. Mais le truc c'est que TikTok est tellement instable et les partenariats aussi. La seule source sûre c'est YouTube, mais tu fais pas une vie avec YouTube quoi en fait. En tout cas pas à mon niveau. C'est pour ça que j'essaie d'épargner le plus possible pour me donner un filet de sécurité. Il y a plein de gens qui vont vouloir savoir pourquoi cette année j'ai parlé plus de politique que d'habitude. Alors sur la chaîne, j'ai pas parlé plus de politique que d'habitude. C'est juste que depuis le Covid et depuis les législatives, cette année, il y a un switch qui s'est fait dans mes commentaires. Les commentaires que je reçois, je précise. Les critiques de films sont devenues bien plus politisées qu'avant à cause du wokisme, de l'anti-wokisme. Le débat sur l'art a changé. Avant, on parlait de qualité de film. Tu vois, avant, on parlait de choses sérieuses, d'art, de critiques constructives. Maintenant, on parle de wokisme, de noir, de blanc, de femmes, de LGBT. Et moi, je le vois. Je vois des influenceurs qui en profitent, qui font tout leur beurre dessus. Je vois
vois des gens qui me répondent constamment ça, et moi je déteste ça, quoi. Ce n'est pas une critique légitime de dire qu'une œuvre est woke. Moi je me sens obligé de défendre ça aussi, tu vois. Quand je vois des commentaires sur des trucs où ça gueule au wokisme, je suis obligé de vous dire, non mais arrêtez vos conneries. L'art c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, que ce soit les films, les jeux vidéo, les séries. Et je suis obligé d'en parler, parce que moi je réagis aux commentaires des gens. Et il y en a beaucoup qui parlent de ça aujourd'hui. Les gens sont devenus bien plus radicaux ces dernières années. Depuis le Covid c'est sûr, mais depuis là cette année en France, c'est devenu grave la situation, vraiment. La discussion sur l'art a beaucoup changé et c'est problématique. Et comme il y a plein de gens qui se font de l'argent sur l'anti-wokisme, qui en profitent à mort, je suis désolé, mais il faut quelqu'un pour rappeler les choses, pour dire non mais arrêtez vos conneries. C'est pas parce qu'il y a un noir dans un film que c'est woke. C'est pas parce qu'il y a une femme que c'est woke. Arrêtons ces conneries là, quoi. Arrêtons avec ce mot, arrêtons avec ces conneries tout le temps. Il faut que je le dise. Donc peut-être ça a l'air plus politisé sur mes vidéos YouTube, mais la réalité c'est juste que je réponds aux discussions qui ont lieu comme je l'ai fait depuis toujours sur YouTube. Et ça c'est un problème que ces discussions soient liées à ça, quoi. À la couleur de peau, à la sexualité et tout. Oh, tu mets un ou une trans dans une œuvre aujourd'hui, ça va gueuler au wokisme quoi qu'il arrive, ce qui n'est pas normal. Donc moi je maintiens qu'il faut dire stop à ça, et comme je l'ai fait sur Twitter majoritairement, je parle plus de politique sur Twitter mais aussi sur TikTok, on a vu, hein, en France on n'a jamais eu une montée comme ça à l'extrême droite, et moi je trouve ça grave, genre vraiment, vraiment grave. Ça m'a fait perdre d'ailleurs beaucoup d'abonnés sur tous mes réseaux, mais moi je me battrai toute ma vie pour l'extrême droite, quoi qu'il arrive. Sur les réseaux, sur YouTube s'il faut, quand il y a certains arguments débiles qui ressortent concernant le cinéma et les séries, sur TikTok, peu importe, je me battrai toujours contre l'extrême droite, quoi qu'il arrive. Je pense qu'elle est grave dans ce pays. Quand elle fait 35% en France, c'est extrêmement grave. Maintenant je bloque d'ailleurs aussi sur Twitter, hein, dès qu'il y a des insultes, des nazis, des autres qui me contactent et tout, des racistes, je bloque. Il y a beaucoup plus de racisme qu'avant en France. Moi personnellement, j'ai jamais été autant victime de racisme sur les réseaux que depuis cette année. Jamais avant. On m'a doxé, on m'a menacé, on a tagué en bas de chez moi, on a menacé mes amis tout le temps constamment. Mais croyez-moi, je n'aurai jamais peur de l'extrême droite. Quoi qu'il arrive, j'ai appris qu'il faut pas avoir peur de ces gens-là, des racistes, pour beaucoup d'entre eux des nazis aussi, parce que ça la vérité, il y a beaucoup de nazis dans l'extrême droite et des racistes, mais bon, les deux vont souvent ensemble, sauf qu'il y en a un qui assume plus que d'autres. Il y a d'ailleurs plein de gens qui savent même pas que ce sont des nazis ou qui ont des dialogues, des discours de nazis de l'époque. Mais ça commence comme ça, tu vois. Ça, le souci, c'est que je vois la France se casser la gueule et tomber dans le fascisme, tomber dans la lutte contre les minorités qui n'ont rien fait. Et moi, je me battrai contre ça quoi qu'il arrive. Donc désolé, hein, j'ai perdu des abonnés, j'en perdrai encore même après cette vidéo. Et mon combat contre l'extrême droite, à vie, quoi. J'en ai rien à foutre. Ils me feront jamais peur et je refuse de garder le silence. Et encore, je vous épargne tout ça sur YouTube, hein. Mais je refuse de garder le silence quand je vois l'extrême droite monter partout en France et en Europe, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de se dire que c'est normal, quoi. Quand tu parles à ces gens-là sur les réseaux, même dans la vraie vie, il y a de plus en plus de gens qui votent l'extrême droite et tu les entends, tu dis c'est pas possible. On est en train de sombrer dans un truc extrêmement grave, quoi. Et moi, je suis à l'opposé de ça. Je vais me battre quoi qu'il arrive contre ça. Je ne serai pas silencieux contre la montée du racisme et même du nazisme en France et les failles démocratiques qu'on a, quoi. Jamais silencieux contre ça, quoi. Et j'ai perdu des abonnés, des opportunités professionnelles. On m'envoie tout le temps des DM horribles, j'en ai rien à foutre. Je n'aurai jamais peur de l'extrême droite, quoi qu'il arrive. Ils ont même essayé de se faire sauter mon partenariat avec Cyberghost. Ils ont contacté Cyberghost plusieurs fois pour essayer de me faire sauter, quoi. Eux m'ont défendu, Cyberghost. Dieu merci. Un autre truc qui a fait pas mal polémique sur ma chaîne cette année, c'est la critique du vlog d'Inoxtag, du vlog, je maintiens. Critique que je referai, honnêtement. Peut-être un peu mieux, parce que c'est pareil, une genre de critique, tu sors de la salle de cinéma à 23h, tu tournes, t'écris la nuit, tu sors pour 8h du matin, c'était nuit blanche, Inoxtag, quoi. Sorti en salle, c'était un événement inédit, ça concerne le cinéma, je le ferai, je le referai, pas de souci. Peut-être je ferai un peu mieux la vidéo sans trop me répéter, des choses comme ça, mais je le referai. Je maintiens 100% ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Et les seuls gens qui sont énervés par cette vidéo-là, c'est les fans d'Inoxtag. Même Inoxtag, il a réagi, il s'en bat les couilles. C'est normal. Une réaction adulte et mature, quand toi tu sors un film au cinéma, c'est de t'en battre les couilles des critiques. T'as fait ton truc et puis t'es content et puis basta. Ça a fait du coup beaucoup de commentaires, beaucoup d'insultes et des choses comme ça. Ça, je m'en fous, encore une fois. Moi, si je suis confiant dans mes arguments, c'est tout ce qui compte. Et je referai la vidéo s'il faut, parce que je maintiens ce que j'ai dit. Je m'attendais même pas à autant de discussions à ce sujet-là, hein. Je pensais que ça allait faire 40-50 000 vues. J'avais un Cyberghost à placer, ça fait 300 000 vues, l'une des vidéos les plus regardées de ma chaîne. Ça m'a fait détester par plein d'influenceurs, ce que je trouve un peu illogique, tu vois. Moi, si j'ai des amis qui sortent un film et ces films-là se font défoncer par des critiques ou des randoms, je vais pas aller bloquer les critiques, tu vois. Si tu sors au cinéma, normalement, tu prends des critiques. Normalement, les gens aiment ou détestent. Donc, je vois pas pourquoi tu vas t'énerver. Donc, il y a plein d'influenceurs connus et de ses potes qui m'ont bloqué, qui m'ont détesté. On m'a critiqué pendant des semaines, même par des très gros, hein, qui sont venus me DM, me menacer même. Bref, des histoires de partout. Si vous êtes trop fragile pour accepter la critique juste parce que c'est un influenceur que vous connaissez, vous, sur une œuvre qu'il a sortie au cinéma, sur un vlog, stop, quoi. Grandissez un petit peu. Oui, ça m'a tué des opportunités avec des influenceurs qui sont connus, mais bon, j'allais jamais avoir des opportunités avec eux en soi parce qu'ils sont trop connus. Moi, je suis un petit influenceur en théorie, hein. Mais si on peut plus critiquer une œuvre parce que c'est quelqu'un que vous aimez bien et que vous avez une relation sociale ou parasociale avec, on devient fou en fait. Mais c'est comme tout, hein. Je veux dire, au début, les gens sont énervés, puis après, ils regardent la vidéo, ou ils comprennent, ou ils sont pas d'accord, et puis basta, quoi. C'est des choses qui passent. Je pense en termes d'influenceur, moi, faire une critique d'Inoxtag et de son vlog, c'est pas si grave que ça dans le monde des influenceurs et ce que certains font. Donc, je la referai s'il faut. Donc, pour parler maintenant revenus, je vais parler un peu de mes revenus 2024. Je prends mon téléphone pour ça. Mais pour faire simple, YouTube m'a rapporté 42 000 € de publicité. Les partenariats, 70 000 €, donc c'est les Cyberghost Co. TikTok, presque 16 000 €.
Twitch 300 € presque, Twitter 450 €, la SACD, donc les droits d'auteur qu'on touche sur nos vidéos, 1750 €. Ça fait un total de 131 000 € brut, donc de chiffre d'affaires pour la chaîne, ce qui est une progression de 250 € par rapport à 2023, où rappelez-vous, j'avais un travail à côté, donc en vrai, j'ai perdu de l'argent cette année, parce qu'avant, j'avais et YouTube, où j'ai fait 131K, et un travail qui était plutôt bien payé. Donc oui, là, j'ai perdu cet argent, j'ai moins d'argent qu'avant, en théorie, même si ça reste énorme. Je me suis versé un salaire brut de 88 000 €, et net après impôt, ça devrait être 42 000. Pour ceux qui ne savent pas, donc les 131 000 €, c'est le chiffre d'affaires. J'ai eu plein de dépenses d'entreprise, les impôts qui m'ont pris 20 000, nombreux achats, les milliers d'euros d'achats que j'ai fait, plein de choses que j'achète, les abonnements et tout pour faire fonctionner la chaîne. Il y a plein de choses que du coup j'utilise en dépenses d'entreprise, concernant le cinéma et les séries, évidemment. Donc de 131 000, j'ai pu me verser 90 000 en gardant un petit peu d'argent dans le compte de la boîte au cas où. De ces 88 000, c'est le salaire que je me suis versé à moi-même. Sur ces 88K, l'URSSAF prend 45%, donc ils prennent la moitié. Et après avoir fait le virement de ce salaire-là, on va dire qu'il te reste 50 000, après que l'URSSAF ait pris ça, de ces 50 000 là, il faut payer les impôts sur revenu. Donc moi, je me fais un virement de 50 000 balles net, il faut que je paye l'impôt sur revenu. Les impôts vont me prendre 10 000 balles. Vous avez compris, en gros, si tu te fais un virement de 90 000 balles, il te reste 40 000 balles, quoi, après les impôts sur revenu. C'est la France, évidemment, on connaît. Donc voilà, moi en net, je perçois 40% de tout ce que je gagne. Et si on rajoute des dépenses d'entreprise, je perçois un tiers de tout ce que me rapporte la boîte. Après, il y a plein de dépenses que j'ai faites cette année qui étaient des grosses dépenses. On en parlera dans la vidéo bilan, setup. Mais oui, en gros, je vais garder peut-être 40% de tout mon chiffre d'affaires dans ma poche. Mais encore une fois, je l'utilise pour rembourser mon prêt immobilier, pour être un peu safe dans ma vie. Parce que même si je dois trouver un travail plus tard, j'aurai pas de métier. Je pourrais plus faire YouTube et travail, c'est pas possible. Je suis déjà mort avec un travail aujourd'hui qui prend beaucoup de temps, mais je pourrais plus faire les deux, je pense. Donc j'ai envie de me dire que si je trouve un travail où je suis pas très bien payé, au moins j'ai remboursé mon prêt immobilier et je suis un peu safe, quoi, entre guillemets. Pour plus de détails, alors oui, c'est chiant les impôts, mais la vérité est que ça me dérange pas. Je ne donne pas avec le sourire, hein, mais bon, c'est la France. J'espère que nos impôts vont servir à faire des choses utiles. Le seul truc, c'est que mon consentement à l'impôt va juste disparaître si c'est un gouvernement d'extrême droite. Là, je serai à Malte. Hein. Si c'est l'extrême droite au pouvoir, je m'en vais à Malte. Et oui, c'est toujours chiant de payer beaucoup plus d'impôts en pourcentage que des riches. Mais bon, on est là, hein. Je vis très bien, c'est ça que je veux dire. Même si je paye beaucoup d'impôts, je vis très bien, donc il n'y a aucun problème de ce point de vue-là pour moi de payer des impôts. Encore, si je galérais à vivre et tout et que les impôts me massacraient, bon, je pourrais me plaindre. Mais là, vu que je vis très bien, que les impôts me prennent de l'argent, bon, c'est pas grave, quoi. C'est chiant juste si c'est l'extrême droite au pouvoir, sinon on est là, quoi. Pour vous donner un peu de détails, tout de même, donc sur YouTube, les 42 000 €, ça vient de 13 millions de vues, 22 000 abonnés cette année, 235 vidéos, dont 140 sponsorisées. Ma chaîne secondaire m'a rapporté 400 €. Je live sur Twitch avec une moyenne de 130 viewers et je live pas souvent, pour le coup. Et quand je fais des lives de jeux vidéo, bah, ça m'apporte encore moins de viewers, j'en ai genre une trentaine. Twitch, c'est pas viable économiquement pour moi, c'est juste un truc en plus et ça m'a rapporté que 300 €, quoi, un truc comme ça. TikTok, par contre, c'est là le truc, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent. Je fais en moyenne 5 TikTok par jour. Ils ont généré 111 millions de vues. Donc oui, dans la rue, maintenant, je suis plus youtubeur. Hein. Les gens me connaissent de TikTok. Ça a fait 10 fois plus de vues que YouTube. J'ai été démonétisé 3 mois, par contre. Donc sur les 12 mois, au début, je touchais 800, 500 €. Mais là, depuis septembre, je touche 3 000 € par mois de TikTok. J'ai gagné genre 80 000 abonnés sur TikTok cette année. Donc ça me rapporte beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que c'est volatile comme plateforme. Tu peux te faire démonétiser ta chaîne pendant des mois, tu peux te faire démonétiser plein de vidéos, l'algorithme est nul, ils comprennent pas ce que tu fais, mais tu peux spammer. En tout cas, moi je spam et oui, ça rapporte de l'argent, ça c'est très bien et ça permet de compenser un petit peu. Donc c'est ce que je vous disais, si je faisais YouTube et TikTok, si je faisais 3000 balles de YouTube brut et 3000 balles de TikTok brut par mois, en vrai je pourrais vivre, ça serait nickel. Mais TikTok est tellement instable, j'ai vu des comptes à 600 000 abonnés arrêter de faire des vues, donc bon, c'est compliqué. Ça marche aussi pour YouTube, hein. Je fais plus de vues d'un jour au lendemain, donc c'est pour ça que j'essaie de sécuriser ma situation le plus vite possible. Juste que je suis pas SDF, quoi. Instagram et Twitter, bah Instagram ça rapporte pas d'argent, Twitter ça rapporte un peu d'argent, mais vu que tu payes pour gagner de l'argent, tu payes quoi, 100 € par an, je crois. Ça m'a rapporté 400 €, bon, pour 443 millions de vues de tweets. Voilà. Et je partage toujours mes revenus parce que je n'aime pas le tabou de l'argent, en fait, en France, tout simplement. Je pense que le secret de l'argent ne bénéficie qu'aux riches et aux oppresseurs. Donc c'est pour ça que moi, je considère que c'est ok de partager mon argent. Plus vous êtes mes abonnés, vous me faites vivre. C'est normal que vous sachiez combien d'argent je gagne. Moi, je trouve ça logique et je le ferai toujours toute ma vie. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas une vie de luxe. Je vis très bien, aucun problème. Je suis propriétaire, ce qui est génial à mon âge. J'ai 27 ans, pour rappel. J'ai une vie de luxe pour la très grande majorité des personnes. Mais évidemment, je suis pas comme tous les influenceurs qui font leur vie. Et c'est ok aussi. Je bosse beaucoup et je pense que je mérite ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est grâce à vous, évidemment. Donc c'est pour ça que je tiens à parler de mon argent aussi. Pour parler un peu de TikTok, j'ai fait une super année dessus, donc 80 000 abonnés presque. C'est du contenu que je fais qui est pas très intellectuellement intelligent ou intéressant en soi, mais c'est des réactions, c'est du contenu que je pourrais pas faire sur YouTube. Ça me donne d'ailleurs des idées de vidéos sur YouTube, ce qui est bien pour TikTok. C'est des trucs d'une minute, c'est des réactions extrêmement à chaud, sans avis, sans argument, c'est un truc pour le kiff. Moi, je prends quelques heures par semaine pour tourner une quarantaine de TikTok, parce que j'en sors une quarantaine par semaine. Ça prend entre 5 et 10 heures. C'est sympa à faire, c'est rigolo, ça crée une bonne communauté, ça rapporte 3 000 € par mois, ce qui est pas rien.
rien. Je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est essentiel d'être sur TikTok. Genre si t'es un influenceur, tu dois être sur TikTok d'après moi. Et parce que c'est très interactif comme plateforme. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. Oui, il y a des plateformes qui sont interactives comme YouTube et les commentaires, Twitter et tout, mais en vrai TikTok, il y a des délires qui se créent rapidement avec la VF, sur Kaizen, sur Shutter Island, Interstellar. Il y a plein de délires qui se créent dans mon TikTok, il y a plein de gens qui se foutent de ma gueule gentiment, il y a plein de gens qui réagissent, ça crée une communauté qui est folle. Il y a une tonne de commentaires constamment. En vrai, en termes d'interactivité, TikTok, c'est génial. Il y a des gens qui m'apprécient, me détestent, mais c'est top parce qu'en fait, t'apparais chez tout le monde. Même si c'est une niche cinéma-série, t'apparais chez des gens qui s'en battent les couilles du cinéma et des séries. Contrairement à YouTube. Sur YouTube, faut que les gens y cliquent. Là, non, t'apparais quoi. Et ça, c'est mortel, c'est génial. Ça rapporte pas d'abonnés sur YouTube. D'ailleurs, j'ai même pas la moitié des gens qui sont abonnés à mon TikTok qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. J'ai 140 000 abonnés. J'en ai, d'après les sondages, 70 000 qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Et c'est sûrement des gens qui viennent de YouTube sur TikTok plutôt que l'inverse. Donc oui, ça rapporte pas des vues en soi. Et c'est bien parce que vu que c'est une communauté non cinéphile dans laquelle t'apparais, quasiment tout le monde va voir tes vidéos. C'est bien parce qu'il y a des sujets comme la VF par exemple, qui fait tabou encore. Sur YouTube, tout le monde regarde en VO, tu vois, enfin c'est la base. Sur TikTok, il y a plein de gens qui regardent en VF. Et du coup, le fait que moi j'arrive en mode extrémiste de la VO, ça crée des débats, ça crée des trucs qui sont intéressants au final. C'est pour ça aussi je reçois plein de messages tous les jours de gens qui me disent ouais, je me suis mis à la VO, c'est trop bien. Et du coup, il y a plein de trucs à aller chercher d'un point de vue des débats, des discussions que tu peux pas chercher sur YouTube parce que les gens qui regardent des gens qui parlent de films, ils aiment un peu les films. Et sur TikTok, c'est des gens qui parlent même pas de films, qui regardent même pas beaucoup de films ou de séries, qui vont quand même s'intéresser vite fait à du contenu cinéma-série parce que ça tombe dans leur feed. Et ça, c'est bien. Mais encore une fois, je précise, la priorité restera YouTube. Si j'ai pas fait mes vidéos YouTube à temps, je ne ferai pas de vidéos TikTok. YouTube reste la priorité parce que c'est le plus intéressant intellectuellement et les arguments, tout ça, bien sûr. C'est là qu'il y a du bon contenu. TikTok, c'est vite fait comme ça et c'est sympa sans plus quoi. Mais c'est rigolo à faire en vrai. Mais c'est imprévisible par rapport au contenu. Il faut changer souvent d'esthétique sur TikTok parce que tu fais démonétiser, les vidéos sont bannir. C'est un bordel. TikTok, c'est extrêmement strict, mine de rien. Et ça change tout le temps. Ce qui est marrant avec TikTok, c'est qu'en fait, tu revis ce que tu as vécu à 10 ans en tant que youtubeur. Moi, je fais des vidéos YouTube depuis longtemps. Donc je revis les mêmes débats. Qui est légitime de parler de cinéma? Est-ce que c'est ok de faire des critiques sponsorisées? Encore une fois, il y a plein de TikTokers qui font des critiques sponsorisées. Ces gens-là, oubliez-les. Ils ont zéro crédibilité. Si toi, tu fais une critique sponsorisée, respecte-toi un peu. Même si tu as aimé le film, respecte-toi. Ta critique est sponsorisée. Elle ne vaut rien. C'est des débats comme ça. Et le truc, c'est qu'il n'y a plus personne qui se lance sur YouTube, d'après moi. Maintenant, les gens se lancent sur TikTok. Tu vois, au lieu de devenir youtubeur, les gens veulent devenir TikToker. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup moins de travail. Faire des TikTok, c'est facile, ça prend pas beaucoup de temps, ça rapporte un max. C'est le cliché de l'influenceur, quoi. Tu bosses 7 heures par semaine. Moi, en vrai, je bosse 7 heures par semaine et ça me fait 3000 balles de TikTok. En théorie, je pourrais vivre de ça. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que si un jour j'arrête YouTube et je me reprends un travail, entre faire des TikTok ou faire des vidéos YouTube, faire des vidéos TikTok, ça rapporte plus d'argent, ça prend moins de temps à faire et c'est nickel, quoi. C'est pour ça que plus personne se lance sur YouTube. Ce qui est dommage en termes de discussion, de choses intellectuelles, entre guillemets, de critiques. Mais moi, je fais rien que je fais sur YouTube, sur TikTok. Le contenu TikTok, c'est un truc en plus, quoi. Sur des trucs qui marchent pas sur YouTube, qui marcheraient pas, qui seraient pas intéressants. Le vrai contenu reste sur YouTube, c'est plus intéressant, c'est largement mieux que ce qui se passe sur TikTok. TikTok, c'est juste, voilà, des petits trucs, quoi. Et oui, ça fait un peu de mal à la discussion cinéma-série quand des gens font des critiques de 30 secondes d'un film, mais c'est pour ça que le vrai contenu pour ceux qui aiment parler de cinéma, entendre des débats dessus, ça reste YouTube. Mais du coup, ça fait un tri, tu vois. Ceux qui venaient avant pour mes avis sur YouTube, ou n'importe quel avis de n'importe qui, je l'ai vu aussi dans le watch time. Le watch time a beaucoup augmenté sur mes vidéos. Parce qu'en fait, les gens qui sont intéressés par le cinéma et les séries, ils restent sur YouTube, et sur TikTok, c'est bonus. T'es pas là pour la discussion sur TikTok, t'es là pour des avis rapides et puis basta. Mais du coup, ça fait une compétition à YouTube, et il faut s'adapter, et il faut être sur les deux, quoi, tout simplement. Mais encore une fois, les vraies vidéos, les plus intelligentes, les plus intellectuelles, les plus passionnantes, je dirais, seront toujours sur YouTube. Et la force de TikTok, c'est qu'en fait, TikTok, genre la boîte en soi, met en avant les créateurs. Ils font des événements, ils t'invitent à des avant-premières et tout. Chose que YouTube ne fait pas. YouTube n'accompagne pas ses créateurs, sauf si t'es Squeezie, quoi. Et encore, je suis même pas sûr. TikTok, ils le font parce qu'ils ont envie de percer, ils ont envie de devenir l'application où tout le monde parle d'un truc. Mais encore une fois, les critiques de films en 1 minute 20, c'est pas possible en fait. C'est le vide un petit peu. Concernant Twitch, moi j'aime bien Twitch, c'est rigolo, c'est des trucs que je fais en plus un petit peu. Je fais des discussions cinéma sur Twitch et en même temps sur ma chaîne secondaire Rage Live où vous avez les VOD. D'ailleurs, c'est mieux de voir les VOD sur la chaîne secondaire parce que ça me rapporte plus d'argent pour ceux qui veulent soutenir que sur Twitch. Mais vous avez les VOD disponibles à chaque fois. Je fais des discussions cinéma. Je vais essayer de faire des radios libres un petit peu cette année. Je live pas sur TikTok, d'ailleurs je précise parce que je trouve l'application TikTok Live horrible et j'aime pas du tout. J'ai des invités de temps en temps, je parle d'un peu de tout. Je lance des lives au pif pour le coup. Quand j'ai le temps, je lance un live et je lance et on parle de cinéma, de trucs, n'importe quoi. Il y a juste marqué live, je mets même pas de sujet. Hein. Je mets live, si vous voulez venir, vous venez et puis basta. Que ce soit sur Twitch ou sur la chaîne secondaire YouTube, parce que oui, pour rappel, j'ai une chaîne secondaire YouTube. Oui, streamer c'est fun en vrai. Ça prend un peu de temps, mais vu que c'est un peu bonus et je considère pas ça comme du travail, c'est cool que je fasse des streams cinéma, série, que je joue à des jeux vidéo parce que oui, j'ai envie de jouer à des jeux vidéo aussi un petit peu, mais j'ai pas eu le temps cette année. J'ai fait un peu de Lies of P cette semaine et j'ai envie de me faire Red Dead 1 et 2. Donc quand je joue à des jeux, maintenant c'est en stream. Et c'est cool parce qu'en vrai, j'aime bien jouer à des jeux pendant que je stream. Et au début, je me suis dit, bah, je vais faire des podcasts, je vais les publier sur plein de plateformes et tout, mais en fait, j'ai qu'à faire des lives et garder les VOD disponibles sur YouTube ou sur Twitch et puis basta, quoi. C'est beaucoup plus pratique, plus sympa et je peux pas lancer des podcasts aujourd'hui, quoi. Il y a trop de trucs à faire. En vrai, si vous voulez les podcasts, vous prenez YouTube Premium, vous regardez les vidéos en mode téléphone dans votre poche, quoi. C'est con et c'est pas pareil, je suis bien conscient, mais c'est le meilleur truc à faire. Concernant mes vidéos, je vais pas me lancer dans le podcast. J'ai pas le temps pour ça. Déjà que j'appelle le temps pour les vidéos, imaginez le podcast. Sur Instagram, ce qui est cool, c'est que maintenant je poste mes TikTok en mode reel et c'est bien parce qu'en fait, ça m'a fait percer des abonnés. Genre, j'ai jamais pris autant d'abonnés de ma vie. J'ai mis 10 ans à arriver à 17 000 abonnés et là, en 3 mois, j'ai fait 6 000 abonnés parce que les reels, ça rapporte des abonnés. Ce qui est mortel. J'ai pas
pas le temps de répondre aux DM, que ce soit sur Insta, Twitter, n'importe quel réseau. J'essaye, mais j'ai des dizaines de DM tous les jours. Donc parfois, je fais des grosses rafales de DM. Quand j'ai un temps mort, je vais répondre à 50 DM. Parfois, je réponds vite ou pas du tout, parce que parfois, j'ai rien à dire. Et parfois, je réponds juste avec un truc rapide parce que j'enchaîne les DM, quoi. Mais j'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est juste pas possible. Et plus j'ai d'abonnés sur Insta, parce que c'est là qu'il y a le plus de DM, bah plus j'ai DM, quoi. C'est cool parce qu'en fait, ça crée de la visibilité par d'autres comptes qui te contactent. Et c'est sympa. Genre des vrais gens un peu connus, c'est cool. Tu réagissent à tes reels, à tes vidéos, c'est sympa. Letterboxd, c'est pratique parce que c'est un réseau social où je note tous les films que j'ai vus, plus ou moins à l'heure. J'ai genre 7 films à mettre sur mon Letterboxd là cette semaine. J'essaie d'écrire des mini critiques à chaque fois, mais pas toujours parce que j'ai pas le temps et je vous dis, ça prend du temps de réfléchir à ce que tu vas dire sur un film dans un format vraiment synthétique. De toute façon, vous avez rien de plus sur Letterboxd que je dis sur YouTube. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder les vidéos YouTube plutôt que Letterboxd. En plus, j'aime pas les notes. Je donne pas de notes sur YouTube parce que j'aime pas les notes. Mais sur Letterboxd, c'est un peu obligé. Et du coup, je donne des notes sur Letterboxd, mais c'est tout quoi. Mais ne prenez pas les notes trop au sérieux. Mais j'utilise surtout Letterboxd pour faire des lives parce que c'est une application pratique pour ça, faire des listes, parler de films et tout, ça c'est cool. Donc Letterboxd, moi je le kiffe. Les objectifs de cette année, pour faire simple, moins travailler. J'ai perdu beaucoup de temps cette année entre guillemets en achetant une nouvelle caméra, en changeant de setup, en faisant plein de nouveaux tests et changements. Donc j'ai pris du temps. Mais là cette année, j'ai envie de moins travailler, j'ai envie d'être plus organisé. Quand je dois faire une vidéo saga, que je m'y prenne 2 mois à l'avance, faire des choix plus intelligents, réussir à faire des vidéos au moins 10 du coup tous les mois qui marchent bien. L'objectif, ça sera ma santé cette année. Genre je vais encore faire des vidéos et tout, j'espère moins que cette année, et plus intelligente et mieux calculée, mais ce sera de refaire du sport quoi qu'il arrive. Donc là, j'aurai plus le droit de ne pas faire mon sport. S'il faut regarder moins de séries, je regarderai moins de séries. S'il faut regarder moins de films, je regarderai moins de films. Mais je peux pas refaire la même année cette année, c'est pas possible. Donc l'organisation me permettra de mieux faire mes vidéos. J'ai envie de faire des critiques de vieux films pour le coup, pas que dans la catégorie film à voir dans sa vie, mais des critiques de vieux films tout court. Moins de séries parce que ça prend trop de temps, tout dépendra de leur popularité et j'en regarderai toujours moi de manière personnelle de mon côté et j'en parlerai peut-être dans des vidéos, mais moins de séries parce que j'en ai trop regardé l'année dernière, genre 70 saisons c'est trop, en plus des 200 et quelques films. Ramener des invités si possible, tout dépendra si les vidéos marchent bien et ça vaut le coup. Continuer à parler de cinéma, série avec passion parce que même si je parle beaucoup de travail et organisation de cette vidéo, bah j'ai encore la passion et je le fais par passion et même si j'étais plus youtubeur, j'irai sûrement voir beaucoup des films, genre la très grande majorité des films que je vois en ce moment en dehors de mon travail à côté quoi. C'est pas parce que demain j'arrête d'être youtubeur que je vais voir moins de films. Alors peut-être, hein, peut-être je vais m'éviter des bouses, mais en vrai j'irai quand même au cinéma. Donc c'est pas un truc que je fais pour l'argent, tu vois, j'ai une vraie passion derrière. Parce que l'objectif c'est de parler le plus intelligemment possible de films, de séries, d'argumenter, d'avoir des débats quoi. J'aimerais bien avoir plus de vie sociale. L'année dernière c'était dur, j'avoue, je suis pas trop sorti parce que j'ai trop de travail et je me suis un peu isolé et vu que t'as plus le contact social d'aller au bureau et des choses comme ça avec des vrais gens, il faut un peu s'adapter, chose que j'ai pas trop faite. Donc j'aimerais bien retrouver un peu une vie sociale, un peu normale, plus ou moins, mais ça sera compliqué. Et de toute façon, je vais voir moins de gens. En fait, ce qui est bien quand t'es au bureau, c'est que tu découvres des personnes, tu découvres des nouveaux employés, des collègues et tout, et du coup ton cercle social s'agrandit au fur et à mesure, plus ou moins. Là, avec YouTube, c'est vrai qu'en plus j'habite pas à Paris, ton cercle social s'agrandit pas vraiment. Et en réalité, je vais pas vous mentir, hein, je réfléchis souvent à retrouver un travail normal de la vie de tous les jours, par rapport à mes études, mon master, mon expérience que j'ai déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand t'es youtubeur, t'avances pas vraiment dans la vie, je trouve. Tu fais tes vidéos et tout, mais j'ai l'impression d'être pas en vacances parce que je fais que bosser, mais en pause. J'ai l'impression que ça va nulle part. Alors qu'une carrière, bah, tu gagnes de l'expérience, tu peux changer de travail, tu peux voir des choses, changer de pays, de métier. Là, je dirais pas que je suis coincé à la France, mais presque, parce que les sorties françaises sont en France, et du coup, il faut faire les critiques à temps. Et je vous ai dit à quel point c'est important de faire les critiques à temps, c'est genre la chose la plus importante. Mais je réfléchis souvent à une vie normale, 39 heures, voire plus, aller au sport comme tout le monde, avoir des week-ends, partir en vacances sans penser au travail que tu vas avoir parce que tu prends des vacances. Genre pas avoir de l'anxiété du fait que tu pars en vacances et pouvoir déconnecter. Ne pas mettre dans la merde parce qu'en vrai, 1 an, 2 ans avec YouTube, c'est intéressant et je pense que c'est valorisé professionnellement. Mais à partir d'un moment, bah oui, il faut que je me maintienne à jour. Je pourrais pas demander des plus gros salaires parce que ça fait des années que j'ai pas bossé. Donc même YouTube, tu vois, c'est un risque, mine de rien. Et je suis pas sûr de vouloir le prendre. C'est pour ça que je fais encore une année et on verra. Mais oui, je réfléchis souvent à arrêter, à prendre un vrai travail, entre guillemets. Et je pense honnêtement, et je le dis sincèrement, je serais plus heureux avec un vrai travail et sans YouTube. Mais d'un autre côté, je dois essayer de faire YouTube à 100%. Je vais essayer encore cette année, voir comment je m'en sors. Parce que je pense que j'aurais été dégoûté dans ma vie si je n'avais jamais essayé d'être youtubeur à 100%. Au moins, après cette année-là, je peux dire, j'ai essayé. Que je continue ou pas l'année prochaine, c'est sûr, je fais cette année. Je tape du bois parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. L'année prochaine, je réfléchirai encore. Je me dirai, est-ce que ça vaut le coup de continuer? L'argent aide, je vais pas vous mentir, hein. Sans Cyberghost, je vous dis, j'aurais même pas de discussion. J'ai toujours prévu de faire 2 ans. Par contre, je me suis dit, 2024, c'est une année un peu pépère. Cinéma série, 2025, c'est une grosse année. Même si le début de l'année, il y a rien. Mais à partir d'avril, ça va enchaîner toute l'année. Mais je me suis dit, je fais toujours 2 ans. On est à la moitié et on verra si on continue. Parce que t'as quand même cette impression de charbonner pour rien sur YouTube. Encore que tu charbonnes au taf, tu peux trouver un autre taf. Après, tu peux demander d'être augmenté dans un monde idéal. Tu peux avoir une évolution de carrière. Là, tu charbonnes pour juste quoi, les vues. Enfin, il n'y a pas vraiment d'objectif. Et j'essaie de faire des nouveaux concepts pour varier les choses, pour me donner un peu cette excitation de la vie. Mais vu qu'il y a tellement de travail, c'est dur vraiment d'avoir cette excitation de la vie professionnelle. Je parle vraiment d'excitation de vie professionnelle plus que de vie tout court. Ma vie est très bien. Je me plains pas. Juste, il y a du travail. Et je pense que d'un certain point de vue, trouver un vrai travail serait plus une libération qu'un échec. Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, t'as fait YouTube et t'as raté. Moi, je le verrais plutôt comme l'inverse. J'ai tenté, ça m'a pas plu. Parce qu'en termes de ratage, je pense qu'on n'y est pas du tout. En termes d'argent, de vues et tout, je m'en sors quand même très très bien. Mais je le verrais un peu comme une libération. À voir, encore une fois, l'année prochaine. Mais c'est sûr, j'aurai plus jamais de travail. Peut-être je ferai encore du YouTube à côté si je prends un autre travail. Mais YouTube en mode
presque live Twitch, quoi. Je parlerai d'un film en prenant des notes, quelques images et puis basta, quoi. Grand maximum. Mais avant, je prenais des congés pour aller voir des films et tout, c'était un délire. Hein. Mais je ferai plus ça. C'est fini. Un travail et puis basta. Ou alors un travail et TikTok ou des trucs un petit peu bonus, quoi. Donc pour conclure, j'adore vraiment ce que je fais, mine de rien, même si on dirait pas dans cette vidéo. J'arrive pas du tout à imaginer ce travail comme un travail à long terme, même un travail à moyen terme, j'arrive pas à l'imaginer. Ça, je vais être honnête avec vous, hein, je le vois pas durer dans le temps. Mais je suis content de vivre de l'art un petit peu, je suis content de vivre d'une passion, même s'il y a du travail. Je suis content de ma communauté, je suis content de pas avoir des gens radicalisés comme je vois dans beaucoup d'autres communautés. Vous avez l'air plus ou moins normaux, ce qui est cool. Je suis content de pas être trop stressé non plus. Après, je suis pas une personne qui stresse en général. Je suis content d'avoir du travail, de faire ce travail. Je trouve que c'est un privilège énorme. Honnêtement, pas facile, mais dès la sortie de cette vidéo-là, normalement, les choses auront changé. Peut-être vous verrez plus de différence, mais pour moi, il y aura des différences. Encore une fois, un grand merci à vous et ne vous inquiétez pas, je vais continuer de charbonner au moins encore une année. Peut-être ce sera plus, je sais pas, mais je vais continuer et un grand merci à vous pour le soutien, pour tout ce que vous faites, pour votre gentillesse dans beaucoup de cas, pour votre soutien de manière générale, pour votre passion des films, des séries. Je suis content de la partager aussi avec vous et ça fait plaisir. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je ferai une autre vidéo FAQ. Mais si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Regardez les vidéos, de une, forcément, et aussi prendre un abonnement, c'est Borgos VPN. Et oui, toutes vos œuvres, en toute sécurité, accessibilité, tout ça pour 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et plus sérieusement, merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Allez voir tous mes autres contenus sur Twitch, sur TikTok et tout. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.